Alors, on revient à M. Bollot. Alors, M. Bollot, je ne sais pas si vous êtes branché avion, mais moi, ça m'intéresse. On a un aérodrome à Perpignan, et apparemment, c'est pas la ville qui tient le pouvoir là-dessus. C'est une société privée par la région, enfin, je n'ai pas tout compris, on s'en fout. Société mixte, ouais, voilà. Est-ce que ça serait pas intéressant, vous qui avez été dans un parti qui est un peu souverainiste, que Perpignan reprenne la main sur son propre aéroport pour pouvoir en faire une zone synergétique et avoir un musée d'avions en plus, par exemple, de l'aéroport, etc., etc. Je pense qu'aujourd'hui, la gestion tripartite de l'aéroport, à savoir communauté d'agglomération, conseil départemental et région, elle a une utilité. Elle a une utilité pourquoi? Parce que la compétence tourisme, aujourd'hui, elle est divisée entre ces trois entités. Par conséquent, l'objet d'un aéroport, au-delà de transporter des cadres qui se transportent entre Paris et la province, il a surtout comme utilité, cet aéroport, d'amener des visiteurs chez nous en période touristique, donc à savoir l'été, Noël et les vacances scolaires. Or, ce qu'on constate, c'est que cet aéroport, il est sous-utilisé. On en viendra après au sujet du musée, mais il faut savoir qu'il y avait déjà un musée de l'aviation, et je crois que malheureusement, il a fermé ses portes. Donc cet aéroport, aujourd'hui, on a bien vu que quand on avait envie d'avoir des destinations privilégiées, pour ne pas citer l'exemple de Marrakech, quand on a voulu un vol pour Marrakech, on a eu un vol pour Marrakech. Quand on a voulu un vol, pour ne viser personne, quand on a voulu un vol pour Londres, on a eu un vol pour Londres. Quand on a voulu un vol pour Charles de Gaulle, on a eu un vol pour Charles de Gaulle, pour favoriser les transports internationaux depuis Perpignan, sans faire la navette entre Orly et Charles de Gaulle. Non, ce que je veux dire, c'est que quand il y a une volonté des élus d'obtenir quelque chose, quand il y a de l'énergie déployée pour obtenir quelque chose, on y parvient. On y parvient pourquoi? Parce qu'on a un territoire absolument fabuleux, que tout le monde le sait, et qu'il faut bien reconnaître que ces 40 dernières années, il a quand même été relativement malmené, et que malheureusement, que ce soit Perpignan ou les Pyrénées-Orientales, eh bien, ce sont deux institutions qui n'ont été que les tiroirs-caisses des institutionnels, dont certains ont encore le pouvoir aujourd'hui. Et ça, il est bon de le rappeler. Sur le musée, est-ce qu'il y a... Alors, sur le musée, c'est vrai que c'est pas un sujet de campagne. S'il y a une demande là-dessus, et qu'on arrive à trouver des choses à exposer dans le cadre muséal, pourquoi pas? Moi, je suis tout à fait prêt à discuter de ce sujet avec des gens compétents. J'en connais quelques-uns, il n'est pas là ce soir, mais je crois que malheureusement, ces pièces ont été dispatchées, et ce sera peut-être difficile de retrouver un tel professionnalisme que celui qu'on avait au Mas-Palégris. Merci. Madame Ford, pensez-vous que votre stratégie de campagne qui consiste à refuser l'union à gauche soit profitable à vos idées? Et dans une stratégie d'opposition, comment pourriez-vous peser dans un dossier multifactoriel tel que celui du train des primeurs? Le train des primeurs. Alors d'abord, je voulais répondre aux accusations de tiers-mondisme pour dire que nous sommes fiers d'être solidaires avec des personnes qui ont risqué leur vie pour traverser la Méditerranée, et que c'est de la compétence du département d'accueillir les mineurs isolés, et que nous aurons une politique d'accueil des migrants pour reconnaître notre aspect solidaire avec les gens qui fuient les combats, qui fuient et qui ne le font pas de plein gré. Je le reviens. Ensuite, je voulais réagir, et ça fait le lien avec votre question sur le train primeur, pour dire que pour nous, l'avenir, ça n'est pas l'avion, mais c'est le train de nuit, le train de primeur. Effectivement, quand on veut une politique, quand on a un projet de développement pour sa ville, on va le défendre becs et ongles. Il faut aussi défendre que la ligne Montpellier-Perpignan soit mixte fret, ce qui n'est aujourd'hui pas le cas du projet dans les tiroirs, et que si elle n'est pas mixte fret, alors le fret va être mis en danger sur l'ancienne ligne, et tout ça pour gagner quelques dizaines de minutes sur le trajet entre Perpignan et Paris.
il faut aussi défendre la liaison avec le Sud. Qui prend le TGV pour aller à Barcelone? Est-ce qu'on ne peut pas avoir un projet coopéré avec les collectivités de l'autre côté de la frontière, que ce soit pour la culture, que ce soit pour le transport, et faire de notre catalanité un véritable projet en coopération. Donc pour tout ça, nous irons défendre les projets, les dossiers auprès des différentes institutions et auprès des différents financeurs. Quant à la gauche, nous ne faisons pas la désunion. Nous avons créé une plateforme justement ouverte pour accueillir l'ensemble des forces politiques. Certaines ont fait un autre choix, nous le regrettons. Nous nous présentons au choix des électeurs pour le premier tour. Nous voulons porter cette question démocratique. Ces assemblées de quartier qui décideront des priorités, d'aménagement, d'animation pour leur quartier avec des budgets participatifs qui leur seront dédiés, un conseil jeune, enfin des commissions extra-municipales thématiques où les acteurs qui connaissent viendront décider de ce qu'il est bon pour cette ville. C'est comme ça que nous voulons la gouverner. Et nous verrons bien sûr le rapport de force au soir du premier tour. Merci. Monsieur Alliot, on a parlé de Barcelone, mais non, justement, on va à l'autre bout de l'axe, parce que, en fait, je vais vous donner un secret, maintenant vous êtes tous réunis, la gestion d'une ville dépend de sa géographie et de son histoire. Donc, question de géographie, dans quel axe est placé Perpignan? Alors là, je donne la réponse. Toulouse, Barcelone. Bon, bam. Pour des raisons après de collectivité territoriale et qu'on est la nouvelle colonie de Toulouse. Donc, la question, oui, parce que, ah oui, tout le monde vibre, qu'est-ce que je vais demander hein, c'est dans la mesure où Toulouse est notre nouvelle métropole d'équilibre, enfin ce qu'on appelait à l'époque, parce que c'était Montpellier le désert français, comme disait Sauvy, comment faire que la ville de Perpignan ait une résonance dans la capitale régionale? À part le fait que Madame Langevin y soit, évidemment. Tout simplement en développant Perpignan, en créant de l'emploi, en faisant une ville moderne, dynamique. Alors le sous-entendu, est-ce qu'on doit avoir une antenne de la ville de Perpignan à Toulouse? Oui, ça fait beaucoup d'antennes partout, et à force d'avoir des antennes partout, ça brouille un peu le message. Je préférerais, moi, qu'on ait une visibilité plus forte. On est quand même le 3e aire urbaine, je crois, de la région Occitanie, Roussillon, ce que vous voulez. Moi, j'avais milité d'ailleurs pendant la campagne régionale pour qu'on appelle la région Languedoc-Roussillon, tout simplement. Toulouse, c'est Languedoc. Nous avons la petite partie du Roussillon. Les gens qui ont gagné l'élection en ont décidé autrement et ont appelé ça Occitanie. On ne s'est pas beaucoup battu dans le coin, contrairement à ce que je peux lire à ce moment-là, pour lui adjoindre un autre terme, si ce n'est, je crois, Méditerranée, Pyrénées-Méditerranée. Bon, très bien. Moi, je pense que Perpignan a une dimension, évidemment, d'enracinement local et régional, c'est sa particularité, mais elle est aussi en Méditerranée. Et cette dimension, je trouve qu'elle n'est pas assez présente à mon goût. Et donc, on pourrait faire de Perpignan une grande ville méditerranéenne, avec beaucoup de relations avec le pourtour méditerranéen, qui aurait réellement, j'allais dire, sa spécificité dans cette grande région administrative qui peut-être ne durera pas, pour tout vous dire, hein, parce qu'on a créé cette fusion des régions à la fois, soi-disant, pour faire des économies, et aussi pour empêcher le Rassemblement national de la gagner. Parce que je rappelle que dans l'ancien Languedoc-Roussillon, je suis arrivé en tête devant Madame Delga, dans la triangulaire. S'il n'y avait pas eu la fusion, cette région serait déjà gérée par mes soins et celle de mon équipe. Donc ça, c'est le premier point. Ça coûte cher, 1 milliard de plus que ça coûtait avant. Donc je pense qu'à l'avenir, cette région Occitanie, comme ils l'appellent, eh bien, elle sera à nouveau subdivisée, parce que Toulouse, il y avait une cohérence à ce qu'elle soit, pardon, avec Bordeaux, et nous avions une cohérence à rester Languedoc-Roussillon. Pas besoin d'antenne, donc, de la ville de Perpignan à Toulouse. Il y a des élus régionaux, il y a déjà suffisamment d'organismes. Et d'ailleurs, dans le partage, M. Codeville, dans le partage des responsabilités dans la fusion de la région, je note que Perpignan n'a pas eu beaucoup de choses dans la corbeille. Montpellier a beaucoup de choses, Toulouse a énormément de choses, mais nous, on n'a même pas réussi à avoir une cour administrative d'appel. Ça aurait été quand même une compensation. Alors, déjà, avant de répondre sur la région Occitanie,
et son lien avec l'ensemble de ces territoires dont Perpignan, je suis quand même assez ravie de vous entendre vous tourner vers la Méditerranée, parce que effectivement, vous avez du coup développé ces coopérations, cet accueil inconditionnel, cette ouverture et ces valeurs plurielles de la Méditerranée auxquelles je tiens, et je suis très fière, pour faire le lien avec la région Occitanie, que nous ayons été la première région à financer SOS Méditerranée, et donc nous pourrons accueillir ensemble ce bateau si la nécessité se présente. Pour la région... Chez vous d'abord, peut-être, avant de payer aux autres. C'est nous, c'est chez nous. C'est quoi chez nous? C'est quoi chez nous? Hein? C'est le titre d'un film que vous connaissez bien, ça. On est chez nous, on est chez nous, ça, on connaît le refrain. Voilà, on est partout chez nous. Et on est partout, voilà, et on est tous des exilés aussi. Oui, oui. La région Occitanie, contrairement à ce qu'on peut peut-être distiller à tort, traite de la même façon l'ensemble de ces territoires. Nous avons contractualisé, et le maire peut s'en faire le témoin, nous avons un contrat qui nous permet d'accompagner financièrement tous les projets de développement de la ville de Perpignan, sa communauté urbaine et toutes les villes du département. Et je crois que si on rapporte le taux de subvention au nombre d'habitants, on est supérieur à ce qui se fait dans les autres départements. Il y a une explication à ça. Merci. Maintenant. Certains programmes parlent de nouveaux stades, de patinoires, d'un grand Perpignan Football Club ou d'une salle omnisport. Quel est votre projet concernant le sport en général à Perpignan? Alors, je crois qu'en termes d'infrastructures, puisque vous parlez des infrastructures... des clubs aussi. Voilà, donc il y a la question des infrastructures et il y a la question des clubs. Donc sur la question des infrastructures, il y a effectivement un projet de grand stade qui est porté par d'autres élus. Effectivement, moi j'ai discuté avec les deux responsables des deux clubs emblématiques de la ville. Moi, ce qu'ils m'ont dit, au-delà évidemment de la question du stade et des matchs, c'est la question d'un grand centre d'entraînement qui pourrait être mutualisé, etc. Donc moi, je suis tout à fait ouverte à ce qu'on puisse discuter d'un projet, à condition qu'il fasse consensus, et puis aussi à condition, et ça rejoint le débat de tout à l'heure sur les centres commerciaux, à condition, puisqu'on a parlé des mètres carrés commerciaux, mais à condition qu'on n'artificialise plus sans compensation, en tout cas, un seul mètre carré ici sur la Perpignan et la communauté urbaine. Donc s'il doit y avoir un équipement, il faudra qu'il soit extrêmement exemplaire dans sa montage énergétique et en termes d'artificialisation des sols. Pour les clubs, alors là c'est là où je mettrai finalement le paquet. Alors évidemment je mets les grands clubs qui ont aussi d'autres sources de financement de côté. Moi je pense qu'on a parlé de culture, de jeunesse, l'accès au sport, cette vitalité des quartiers, des bénévoles, enfin des clubs pardon, de quartier, des bénévoles qui passent leur temps, leur soirée, leur week-end à embarquer des gamins, à les faire jouer ensemble, à les faire se rencontrer, à les amener en dehors même du département pour des compétitions. Ben ça, ce tissu-là, il est extrêmement précieux, à la fois pour que les enfants puissent accéder évidemment au sport, mais aussi pour cette nécessaire mixité dont on a tant besoin de vivre ensemble, dont on a tant besoin à Perpignan. C'est la raison pour laquelle, en lien avec les écoles et notre politique jeunesse, nous allons proposer un passeport Perpignan bénévole pour favoriser cet accès à l'engagement associatif et pouvoir aussi leur permettre de Merci beaucoup. Non, parce qu'après, il faut faire tirer sur les gens, il faut des papiers, c'est gênant. Clotilde Ripouille. Attention, c'est une question très difficile. Alors, Perpignan est une ville dont un habitant sur 3 est pauvre. Moi-même, ça va, donc je m'en fous, mais est-ce que c'est endémique? Est-ce que c'est parce que... Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, il y a 2 niveaux de jeu sur les pauvres. Il y a un niveau soulager la pauvreté directement. Donc, est-ce qu'on doit augmenter des centres, etc., le soutien aux associations, et si oui, comment? Et dans un deuxième temps, comment les réintégrer dans la société?
Alors, cette question, effectivement, elle n'est pas d'aujourd'hui. Nous avions ensemble participé à une opération très intéressante qui avait eu lieu il y a quelques, je pense... C'était en 2017, ça s'appelait Les Assises de la pauvreté. On avait diffusé un film ici d'un certain Bertrand Schmitt, Anna Lessam sur Perpignan. Je crois que vous mélangez deux opérations différentes. Mais bon. Non. C'est moi qui l'organise. Oh. Peu importe. Ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, il y a une pauvreté endémique à Perpignan. Je le disais tout à l'heure, on concentre les 2/3 des logements sociaux de l'agglomération. Et dans ces logements sociaux, il y a 75% de très social. On a aussi un grand nombre de familles monoparentales qui sont de ce fait plus fragiles par rapport aux questions de pauvreté. Effectivement, il y a moyen d'agir pour une collectivité. Il y a un certain nombre d'actions que nous avons dans notre programme, comme par exemple s'inscrire dans un programme de territoire zéro chômeur longue durée. Ça a été une expérience menée à l'échelle nationale et Perpignan s'y inscrira avec nous. Il y a aussi des expériences très bien faites qui ont été menées par une économiste française qui s'appelle Esther Duflo, pour s'attaquer précisément à des problèmes de pauvreté liés à la culture, au bassin de l'emploi, au type de population. Et pour ça, il faut être extrêmement en proximité avec les habitants. Et c'est vrai que les associations à Perpignan, elles existent, mais elles ne sont pas assez soutenues. Elles sont souvent pas assez connues. Elles ont des problèmes de moyens. Il y a des présences et des foyers qui, dans certains cas, gênent les habitants. Mais il y a à mettre en place une coopération entre les habitants et les associations. Et c'est certainement pas sur un claquement de doigts qu'on va faire disparaître cette pauvreté à Perpignan. Donc nous avons des actions dans notre programme, elles sont assez précises. Il faut soutenir les associations. Des fois, ce n'est pas du soutien financier dont elles ont besoin. C'est du soutien d'infrastructures, c'est du soutien de mise en relation. Et il y a un certain nombre de problèmes, c'est que quand vous téléphonez à la Croix-Rouge, par exemple, parce qu'il y a une famille avec enfants qui est dehors, la Croix-Rouge vous dit « moi, je ne prends pas les familles avec enfants ». Quand vous téléphonez au 115, c'est exactement pareil. Il y a des problèmes graves à Perpignan qui aujourd'hui sont passés sous silence, ne sont pas pris en compte par la collectivité. Je voudrais terminer quand même en disant que M. Alliot fait beaucoup d'esbroufs. Sur la sécurité, et je reviens vers lui. C'est bien. Et 1 minute pour M. Alliot. Sur la sécurité, il est à l'Assemblée nationale, il n'a jamais interpellé le ministre, je ne sais pas ce qu'il fera quand il sera élu maire. Sur l'économie, il a parlé de la région Occitanie, il n'a donné aucune mesure. Ça, c'est hors question, Clotilde Ripouille. Oui, c'est hors question, mais si vous ne vous posez pas la question, moi je la pose. Moi j'aimerais connaître le programme économique de M. Alliot. Eh bien, ça tombe bien, il a 1 minute. On remercie Clotilde Ripouille. Candidat suivant, M. Alliot, vous avez 1 minute pour répondre. Je vais répondre à Ne faites pas fou, répondez. Concrètement, qu'est-ce que vous proposez? Je réponds que vous êtes nul en droit des institutions. Parce que si je n'interpelle pas le ministre, c'est que je fais partie d'aucun groupe à l'Assemblée et que les non-inscrits... Vous posez des questions écrites. Pourquoi vous n'en posez pas sur la sécurité à Perpignan? Le problème avec cette dame, si vous voulez, est d'une intolérance crasse. Donc, si vous voulez, moi je veux bien répondre. Il ne faut pas abuser. Des questions précises et vous n'y répondez pas. Alors, comme elle ne lit que ce qu'elle écrit, et qu'elle ne lit pas le reste, il y a 2 mois, je crois, j'ai interpellé, par voie de recommandé d'ailleurs, monsieur le Premier ministre, monsieur Castaner, sur des choses graves. Il y a 2 mois. Qui se passait à la Cité des Oiseaux pour des choses gravissimes et dans d'autres quartiers en lui demandant de mettre des effectifs et d'intervenir. J'ai eu la réponse de M. Philippe et de M. Castaner. Ça a été publié dans divers blogs, mais elle ne peut pas, elle ne lit pas, puisque encore une fois, elle ne lit que ses écrits à elle. Ça, c'est pour la partie, évidemment, des sécurités. Sur le programme économique, il y a d'abord le développement majeur de cette fameuse agence de développement économique. Ça, c'est le bras armé du développement économique de Perpignan. Ensuite, c'est faciliter les installations d'entreprises, mais d'une manière massive, voilà, massive. Enlever un peu de fiscalité aussi et de pression fiscale sur les entreprises. Je rappelle quand même que l'un des rapports de la Chambre régionale des comptes de 2007 faisait de la fiscalité des entreprises à Perpignan et dans l'agglomération l'une des plus importantes en France. Voilà. Il y a des leviers, et bien il faut les utiliser, même si effectivement on ne peut pas tout faire. Merci. Monsieur Amiel.
Non, non, c'est moi. En lisant vos propositions sur le bien-être animal, on pourrait croire que vous cherchez à conquérir le cœur des 659 votants du parti animaliste aux européennes. Vous parlez de combats de coqs et de courses de taureaux. Y a-t-il réellement un problème de bien-être animal à Perpignan? En tout cas, c'est une vraie question qui se pose. Et c'est pas que par rapport à ces 600 électeurs du parti animaliste, qui est déjà beaucoup, par rapport aux dernières européennes. Non, il n'y a pas de calcul politique derrière. Et c'est pour ça que l'on avait bien expliqué, quand on a présenté ces mesures, que nous assumions notre position militante en matière de défense de la cause animale. Quand j'étais avocat, je défendais les associations anti-corrida et nous avions réussi justement à obtenir le droit de manifester dans certaines villes comme Millas ou Céré. Et donc c'est quelque chose, voilà, c'est un combat que j'ai depuis un moment et qui est partagé également dans mon équipe. Donc non, non, c'est pas du tout ni hors sujet et c'est vraiment militant. Puisque j'ai encore du temps, puisque j'ai répondu très rapidement, et que je trouve qu'on nous avait vendu un débat vraiment projet contre projet, mais que beaucoup de blabla et on n'a pas vraiment de concret. Alors je reprends les thèmes qu'il y a eu juste avant. Sur l'antenne à Toulouse, ben oui, il faudrait une antenne, pourquoi pas à Toulouse, puisque c'est là-bas que se décident beaucoup de choses économiquement et d'une manière institutionnelle, et qu'il faut qu'on arrive à se vendre plus facilement, notamment là-bas, et aussi sur le point de vue du tourisme, parce que c'est beaucoup de gens de ces régions-là qui viennent dans notre région. Sur la question du sport, il ne faut pas un grand stade, il faut essayer la gestion directe par les deux clubs, ce qui demande les deux clubs de rugby, l'USAP et les Dragons, des stades de la ville. Et ça se fait dans notre ville et c'est possible. Et il faut défendre les clubs amateurs, mais pas aussi avec du blabla, avec de l'argent. Ils ont besoin d'argent et c'est pour ça que la suppression du cabinet du maire que je propose pourra rapporter 250 000 euros, ce qui fera une augmentation de 25% de ce qu'on donne aujourd'hui au sport amateur. Et je ne me souviens plus de la question que tu as eue. Sur les pauvres. Et sur la pauvreté, c'est pas que les sans-abri. Parce que voilà, si un tiers de la population est en situation de pauvreté, ce n'est pas simplement que les sans-abri. Nous, on est les seuls, avec notre équipe, à avoir proposé un projet concret, justement, pour rendre de la dignité aux sans-abri. Mais également sur la pauvreté de gens qui travaillent, de travailleurs pauvres, mais également de personnes qui vivent avec les minima sociaux, bien évidemment, là, c'est une politique de l'emploi qu'il faut. Il faut davantage d'emplois. Et il faut également permettre de faciliter nos entreprises pour obtenir les marchés publics et pour créer des emplois ici. Donc de défendre notre économie, nos entreprises et nos emplois. Monsieur Pujol. Alors, il paraît que j'ai un drôle de réponse sur le stade. Donc, nous proposons sur le stade de faire une étude pour avoir un seul et unique stade à l'extérieur de la ville, parce qu'aujourd'hui, les deux stades sont à l'intérieur et posent de gros problèmes de stationnement. Et ça permettra aussi aux Vernets, d'une part, de reverdir, parce qu'on manque d'espace vert dans ce quartier, et d'avoir d'autres infrastructures de type municipal qui manquent aussi dans le domaine de la culture ou du sport, mais de proximité, sport libre, etc. Voilà, donc il ne s'agit pas d'un projet effectif de construction de grands stades, mais d'une étude pour l'instant, parce que nous sommes bien conscients des contraintes financières de ce type d'investissement. Monsieur Pujol. Alors, je ne sais pas si vous aimez la chlorophylle quand vous choisissez vos chewing-gums, mais dans les épisodes précédents, durant votre mandat, donc vous pouvez répondre directement puisque vous êtes mis en cause, etc. Vous avez ratiboisé nombre d'arbres, vous avez ratiboisé notamment un jardin avec 200 essences, le jardin de la Digue d'Ory. Vous en avez fait une plateforme où on mettrait les gens en plein soleil si on voulait les faire mourir. Vous avez ratiboisé une partie du jardin du Palais des Congrès et vous avez coupé les arbres qui sont boulevard Mercader. Alors, est-ce que vous avez un problème avec les arbres, monsieur Pujol? Certainement pas, on en a planté 4500. Pas de la même taille. Non, mais attends, si on parle de taille, on parle d'arbres. Oui. Parce que si on parle des grands, des petits. Le boulevard Mercader, c'est très simple. À chaque fois qu'on détruit un arbre, c'est qu'on a un certificat d'un expert indiquant qu'il y a un risque. Donc on a planté 4500, ça tout le monde l'a oublié. Vous avez tous oublié aussi, bien sûr, l'ensemble des arbres qu'on a plantés sur l'avenue Torcatis, la restructuration complète du square Birakeim, où on en a planté 3 fois plus qu'on en a enlevé. Non, ce sont des faux sujets, des faux prétextes. Tout le monde a oublié qu'on est en cours notamment d'extension sur plusieurs endroits de parcs urbains, n'est-ce pas?
Non, non, au contraire, la politique que j'ai menée a permis la plantation d'arbres plus nombreux que ceux qui ont été enlevés. Quand ils ont été enlevés, c'était pour des choix simples. On prend un exemple simple. Ce sont les palmiers, attaqués par la nématose et le charançon rouge. J'ai beaucoup réfléchi. Puis j'ai lu quelqu'un qui disait, mais en définitive, quand je me promène dans les Pyrénées-Orientales et dans la nature, je ne vois pas beaucoup de palmiers. Donc j'ai donné comme instruction à mes services de revenir, compte tenu du fait que nous n'arrivons pas à lutter contre les nématoses et le charançon rouge, sur des plantations locales. Alors c'est moins impressionnant que les palmiers, mais ce sont des essences qui correspondent complètement à la nature, à l'identité de notre territoire méditerranéen. Alors, pour continuer sur ces plantations, le choix a été fait aussi de trouver des espaces un peu plus bas de plantation, pour des raisons de sécurité. Nous sommes aperçus que dans quelque part qu'il y avait des zones de trafic de drogue et que les trafiquants pouvaient se cacher. Et aujourd'hui, donc, toute la réflexion que nous faisons sur toutes les plantations est d'avoir des arbres de haute futée et ensuite d'avoir des plantations qui sont un peu plus basses, plus agréables, et qu'on puisse véritablement avoir une intervention plus facile quand on a besoin de le faire. Voilà un peu les orientations que j'ai données, mais notez qu'on a planté 4500 arbres. Oui, alors pour les trafiquants de drogue, est-ce que vous allez faire comme au Vietnam et balancer de l'agent orange? Non, mais écoutez, je ne sais pas comment les Américains ont fait au Vietnam, mais vous savez, c'est très partagé d'ailleurs, ces opérations. Il s'agit de lutter comme un problème de fond que tout le monde veut ignorer et que moi je n'ignore pas. J'ai encore en mémoire, quand j'ai pris mes premières décisions sur les caméras de vidéoprotection et sur la police municipale, de personnes qui se retrouvent autour de la table et qui votaient contre. Donc nous arrivons à la conclusion. Vous allez avoir chacun 5 minutes. Vous allez pouvoir parler de ce que vous souhaitez pendant 5 minutes. Donc vous aurez 5 minutes pour justement, vous allez pouvoir, sur des questions, développer peut-être votre programme en plus et peut-être même présenter un projet pilote pour votre liste. Écoutez, là, alors les 5 minutes, c'est une excellente surprise. Pour ne pas basculer dans la lecture absolue, évidemment, parce que j'avais quand même pris mon programme avec moi, n'hésitez pas à me stimuler et à me demander de passer d'un sujet à un autre. Voilà, que ça ne fasse pas trop lecture du soir. Alors, évidemment, le projet municipal que je proposerai au Perpignanais dans le cadre de cette élection, il sera principalement basé sur le développement économique, avec le gel des grandes surfaces et des zones commerciales périphériques, évidemment, qui constituent une des priorités des Perpignanais, mais également pour inciter, j'ai envie de dire, au retour à l'emploi, une idée très simple, qui paraît très très basique, mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'emplois non pourvus dans le département, et particulièrement des emplois de proximité, qui ne nécessitent pas forcément d'aller dans une autre ville ou même de prendre les transports. C'est pour ça que je proposerai la création d'une application qui s'appellera PerpiJob, qui sera financée par la municipalité. Pourquoi pas en partenariat avec monsieur un des organisateurs du débat qui est très investi pour l'emploi. Mais alors, cette application, en l'occurrence, elle n'existe pas. C'est une application qui permettra de trouver du travail à proximité de chez soi, en se substituant d'une certaine manière aux agences d'intérim qui nécessitent des interventions administratives un peu longuettes, et pour répondre notamment aux besoins saisonniers, mais aussi aux afflux ponctuels, puisqu'il faut savoir que la saisonnalité marque particulièrement l'activité perpignanaise. Et pour exercer un métier de restaurateur, on s'aperçoit qu'il y a des jours où il pleut, vous vous retrouvez avec 2 ou 3 employés qui se roulent les pouces parce qu'il n'y a pas de clients, et que le surlendemain, en fait, vous avez un grand soleil, et là, vos 3 employés, en fait, il s'avère qu'ils ne suffisent plus, mais malheureusement, vous devez vous en contenter parce que vous n'allez pas arrêter quelqu'un dans la rue pour le mettre au plateau. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, c'est un système d'intérim, mais si vous voulez, qui se fera directement d'employeur à
un peu sur le principe des applications de rencontre, hein, tout simplement. C'est-à-dire, vous cherchez un emploi dans tel secteur pour gagner 4 sous, et bien votre employeur vous propose un emploi, certes précaire, mais qui permettra de rendre service à tout le monde. Merci. Parallèlement à ça, je souhaite proposer également aux Perpignanais une grande campagne de communication nationale sur Perpignan Méditerranée, pour en faire effectivement une destination, chose qu'elle est déjà, mais de manière un petit peu plus accentuée, j'ai envie de dire. Aujourd'hui, on fait beaucoup de promotions sur l'activité touristique du département, mais ça se cantonne uniquement au département. Donc je pense que là, il y a un gros coup de com' à faire. Ce sera peut-être un sacrifice budgétaire, mais il ne sera pas vain. Pourquoi pas faire des spots à la télé? Mais alors, pas des trucs du délire de la 4e dimension, etc., à quelque chose d'objectif. Perpignan, ses atouts, la Méditerranée, l'accessibilité. Et bon, on n'aura pas encore le TGV, mais on aura peut-être plus d'avions d'ici là. C'est d'ailleurs dans cette perspective que j'apporterai tout mon soutien à l'aéroport dans la mesure du possible. Ensuite, concernant la culture, qui représente une préoccupation des Perpignanais, exactement, je pense qu'aujourd'hui, on a une offre culturelle extrêmement diversifiée et de grande qualité à Perpignan. Malheureusement, la communication également n'est pas assez efficace. En tant qu'usager des services publics perpignanais, effectivement, je suis rarement impacté par des offres de programmation sur tel ou tel festival, que ce soit des festivals musicaux ou même Visa pour l'image, bien que Visa pour l'image soit quand même le festival qui communique le mieux à Perpignan. Dans cette perspective d'usage des services publics culturels, je proposerai la création d'un pass culture avec des tarifs promotionnels pour les étudiants et les personnes en difficulté financière, mais également la bibliothèque universitaire en cœur de ville, avec la mise à disposition de la médiathèque actuelle, puisque je propose d'installer la médiathèque dans les Dames de France, qui malheureusement aujourd'hui ne trouvent pas preneur sur l'ensemble du bâtiment. Dans le cadre de la culture, évidemment, on rêverait tous d'un retour d'une école des beaux-arts qui correspondait à un réel besoin des artistes locaux qui méritent d'être mieux mis en valeur. C'est ce que je me suis appliqué à faire pendant 2 ans, en laissant ma terrasse Place de la République à disposition de nombreux artistes qui ont effectué des concerts ou des représentations. Et je pense que ça, c'est très bien, effectivement, d'organiser des concerts de Manu Chao ou de Jennifer, mais faire valoir les gens d'ici, qui vivent ici et qui n'ont pas forcément les moyens de s'exporter ailleurs, c'est pas mal également. Voilà, avec plaisir. Madame Fort, après ces propositions de haut vol, je voudrais revenir effectivement sur certains enjeux, parce qu'on a parlé train primeur, musée de l'avion, place Cassagne. Effectivement, c'est des sujets importants, mais on en a oublié un de taille, c'est la mobilité. Vous n'avez pas posé une question là-dessus. Alors, la mobilité et l'urbanisme, ça va ensemble. Il faut effectivement redessiner notre ville. On a une autoroute de 40 000 véhicules jour qui traverse la ville, et on nous dit qu'en faisant la gratuité des transports et seulement ça, on va mettre les gens dans les bus, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'offre de service. Or, on le sait très bien qu'il faut d'abord une offre alternative à la voiture, et ça sera notre objectif. Donc il faut reprendre cette entrée de ville où on a un pont autoroutier pour en faire un pont urbain, support de transport en site propre. Et non, n'attendons pas 15 ans, encore plus, encore 15 ans, puisque ça fait 15-20 ans qu'on ne fait rien, pour avoir un système rapide, efficace, avec des parkings relais de lignes express, et non pas seulement sur Perpignan, mais sur la première couronne, parce qu'il faut se caler à la réalité des déplacements. Donc pour Canet, pour Cavestany, pour Saint-Estève, pour Toulouse, pour Canoës, avoir une alternative efficace, rapide, étendue le soir pour aussi augmenter l'attractivité du centre-ville en termes de loisirs et de sorties. Il faut bien sûr aussi coupler ça avec les mobilités douces, avec un véritable réseau de pistes cyclables continu. Aujourd'hui, on n'a que des petits bouts malgré ce qu'on nous dit. Et tout ça, c'est aussi des services à la mobilité. Et c'est aussi un souci de l'aménagement de l'espace public dans tous les quartiers. On a des trottoirs qui sont défoncés.
on a des chaussées qui ne tiennent pas le coup. Pourquoi ça se fait dans d'autres villes et pas à Perpignan? Donc ayons des réalisations à la hauteur de notre ville et notamment de notre ville patrimoniale. Enfin, je pointerai en deuxième point tout ce qui est social. L'accès au droit, en quoi une mairie peut aider les concitoyens et peut lutter contre la pauvreté. L'accès au droit, on sait que 30% des Français ne vont pas chercher les droits auxquels ils ont droit. Donc nous créerons une maison d'accès au droit pour les accompagner vers les aides sociales auxquelles ils ont droit. Et nous étudierons la mise en place d'un salaire minimum garanti qui permet en complément de ces droits, y compris pour des travailleurs précaires, parce que nous ne sommes pas pour la précarité des travailleurs, pour compléter et avoir un revenu décent. Mais lutter contre la pauvreté, c'est aussi le pouvoir d'achat, par la tarification sociale des tarifs municipaux, par l'augmentation de la dotation du budget pédagogique des écoles. Nous le doublerons pour qu'il y ait une véritable gratuité des fournitures scolaires pour l'ensemble des enfants. Et ça ne coûte pas des milliers et des cents, ça coûte 300 000 euros sur un budget de 260 millions d'euros. Donc nous devons réorienter l'utilisation du budget de dépenses de fonctionnement général aujourd'hui très opaque vers ce dont ont besoin les Perpignanais, c'est-à-dire le soutien aux familles, le soutien au logement. Aujourd'hui, les lignes budgétaires sont quasiment vides. Ensuite, en termes d'emploi, nous pouvons aussi, par les projets municipaux, même si ce n'est pas la municipalité qui est compétente, développer des filières avec les partenaires économiques autour de la rénovation, et notamment nous comptons, au-delà de la rénovation du centre historique, lancer une agence locale de l'énergie et de l'environnement qui accompagne les propriétaires, bailleurs ou occupants, vers la rénovation de leur logement. C'est nécessaire non seulement pour la précarité énergétique, mais aussi parce qu'il fait de plus en plus chaud à Perpignan. Alors sur toutes ces idées, le sens de notre proposition politique, c'est surtout de faire avec les acteurs, avec les habitants, les parents d'élèves, les clubs sportifs, de développer ces politiques. On ne nous attendait pas à ce niveau. Nous ne sommes pas surpris. Nous créons la dynamique parce que nous proposons cet espace de parole, de co-construction du programme. Et c'est ce que nous ferons à Perpignan. Et nous pensons que oui, Perpignan est prête pour montrer qu'une mobilisation citoyenne peut être réussie. Merci. Alors je vais essayer de ne pas utiliser mon 5 minutes. Regardez. Vous voulez donner à quelqu'un d'autre? On a un bricouille, il est bavard, il va parler de moi. Ah ben voilà. Je pense qu'il faut diviser la politique municipale sur 4 axes. Et tous dépendent les uns des autres à la manière des dominos. Le premier axe, l'économie, dépend de la qualité de vie et de la sécurité. Sur la sécurité, je regrette, la police municipale a été certes renforcée, mais il n'en demeure pas moins que les chiffres sont très mauvais et que les violences s'accentuent. Et donc, sur ces sujets-là, il faudra faire de la pédagogie, mais aussi de la présence, de l'îlotage, de la proximité, c'est-à-dire remettre des postes de police là où ils ne sont plus, au moins à 3 endroits, au Moulin-à-Vent, au Vernet et au centre-ville, curieusement, parce que beaucoup de nos concitoyens se plaignent de voir des policiers, mais ils n'ont pas d'endroit précisément pour aller chercher un certain nombre de renseignements ou même alerter les policiers sur un certain nombre de méfaits avec des applications. Aujourd'hui, la modernité permet beaucoup de choses, notamment pour les commerçants. Le fameux système HCOL qui permet à un commerçant d'appuyer sur un bouton quand il est en danger et de faire venir une patrouille de police dans les 10 minutes. Ça existe dans certaines villes en France et je pense que ça peut être généralisé sur un territoire comme le nôtre. La deuxième chose, c'est la qualité de vie. La qualité de vie, c'est beaucoup de choses. C'est l'écologie, tout le monde en parle, mais peut-être faudra-t-il œuvrer en la matière. Je ne vais pas parler de la végétalisation des places, ce sont de vieux débats à Perpignan. À la dernière municipale, déjà, nous en avions parlé. Ce sont aussi les transports. Les transports aujourd'hui, le plus écologique, si on se mettait sur l'environnement, qu'on le veuille ou non, ce ne sont pas des bus électriques. On discute avec les professionnels et en discutant avec un certain nombre d'autres maires de villes, aujourd'hui, ça peut être de l'hybride avec du gaz ou des bus qui, tout simplement, au gaz. C'est le plus écologique aujourd'hui. Donc, dans le renouvellement du parc, des autobus, dans la mandature à venir, il faudra peut-être s'orienter vers ce genre de technique. La deuxième chose, c'est sur le cadencement. Là encore, trop de voitures à Perpignan, mais peu de parcs relais. Il faudra faire des parkings relais.
Contrairement à ce qu'on a pu me dire, les parkings relais qui existaient auparavant fonctionnaient. Simplement, ils étaient mal organisés. Eh bien, il faudra peut-être en créer, notamment au sud. Le parking d'exposition peut servir aussi à cela, avec des petites navettes électriques, avec du cadencement plus régulier et plus nombreux, pour aller vers le centre-ville et soutenir évidemment le petit commerce. Il y a à mon avis la renégociation du contrat de parking, de la privatisation du parking, qui devient nécessaire parce que ça devient vraiment un problème pour tout le monde. La deuxième chose, c'est évidemment le développement économique. Il faut laisser aux professionnels de l'économie le soin, j'allais dire, de gérer le développement du territoire. Et je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise. Les collectivités sont là pour les accompagner dans tous les domaines, mais c'est quand même les créateurs de richesses qui savent le mieux précisément faire de l'emploi, faire de l'économie pour développer le territoire. Et enfin, je dirais qu'à Perpignan, il y a quand même un problème démocratique. Voilà. Il y a des grands équipements qui ont été faits à Perpignan et qui auraient mérité un référendum. Ça peut vous paraître populiste, mais moi j'aurais bien aimé à l'époque que le théâtre de l'Archipel, par exemple, qui a coûté plus de 40 millions d'euros, eh bien on demande aux Perpignanais de savoir ce qu'ils en pensaient à ce tarif-là, ce que l'on voulait en faire. Je rappelle que j'avais siégé au conseil municipal à cette époque-là. Monsieur Alduy nous avait dit, vous verrez, les Barcelonais viendront au théâtre à Perpignan. Excusez-moi, mais c'est quand même pas ce que l'on voit le plus. Ce sont des équipements qui coûtent cher. On aurait pu faire des choses beaucoup plus modestes, mais beaucoup plus attractives. Là encore, ça n'a pas été fait, mais le référendum local, la démocratie numérique aussi, avec la généralisation du Wi-Fi sur toutes les places et dans beaucoup d'endroits de Perpignan, ça me peut être une mesure aussi salutaire, et aussi la démocratie à l'intérieur de l'institution. La présence de l'opposition dans les marchés publics, ça va de soi, mais pas seulement. Je pense à l'urbanisme, je pense à certaines commissions thématiques. Sur les subventions, ça existe, mais je pense dans des discussions qui sont aujourd'hui au sein de la mairie, entre élus, c'est-à-dire adjoints, et les élus qui ont en charge une délégation, il faudra peut-être aussi associer tout simplement l'opposition pour savoir ce qui s'y passe, et puis aussi pour y mettre son grain de sel quand il le faut. C'est aussi ça la démocratie, et moi je n'ai pas peur de le dire, le pluralisme, c'est précisément la base de cette démocratie, et au niveau local, j'ai quand même l'impression qu'il y en a peu, et malheureusement, ça a entraîné des choix absolument terribles et des oppositions, et j'en termine là. On a reçu à la préfecture la ministre, Madame Loiseau, quand elle était ministre de l'Europe, et je lui ai quand même dit, mais enfin, c'est quand même curieux que Perpignan n'ait pas le TGV, alors que la Bretagne, l'Alsace, etc. Elle m'a dit, Monsieur Alliot, demandez à vos élus, pendant qu'ils se battaient entre le Conseil général, la mairie, la droite et la gauche, et bien d'autres régions se parlaient, et ils ont aujourd'hui le train à grande vitesse. Voilà ce que c'est Perpignan. Du coup, vous n'aurez pas les minutes en fait. Si, parce qu'il m'a appris à partir. Non, mais c'est pas pour la conclusion, ça ne marche plus. Oui, on arrive au terme de ce débat que j'ai trouvé fort intéressant pour apprécier, pour que vous puissiez apprécier les différentes propositions, les différents projets. Je l'ai dit en préambule, l'équipe qui m'accompagne dans cette formidable séquence municipale porte un projet qui est très clair, qui place l'écologie en centralité de ce projet de transformation de la ville. Une écologie qui vise bien sûr à préparer la ville, ses habitants, ses infrastructures, ses entreprises aussi, ses activités au changement climatique, de permettre bien sûr à tous ces secteurs du bâtiment, du tourisme, de l'agriculture, de la viticulture, mais aussi de la logistique, de pouvoir s'adapter, de pouvoir muter pour effectivement avoir une empreinte écologique réduite, mais aussi pour pouvoir apporter de nouveaux services et de nouveaux usages. Et puis le deuxième volet qui est tout aussi important, qui est celui donc de l'accompagnement de tous les Perpignanais dans la situation économique dans laquelle nous nous trouvons, de pouvoir les accompagner et ne pas les laisser au bord du chemin de cette transition écologique. Donc nous devons réparer Perpignan, son tissu urbain et son tissu social. Donc peut-être je voudrais rappeler 4 engagements que nous prenons au sein de l'équipe, qui n'ont pas été abordés ce soir par rapport à vos questions. Le premier engagement est celui d'une cantine 100% bio et locale à l'issue du mandat. D'abord parce que
c'est bon pour évidemment les enfants, les enseignants et les personnels qui vont bénéficier de ces repas. Donc c'est une question de santé. Vous le savez, vous connaissez les ravages des pesticides, des perturbateurs endocriniens, d'abord sur la santé des producteurs, puis évidemment des enfants sur la santé. Un choix délibéré de revenir en régie municipale, en gestion centralisée, en liaison chaude, alors avec un système innovant à l'échelle de bassin de vie plutôt que par rapport aux compétences des uns et des autres. Bref, c'est vraiment un levier de commande publique structurant pour accompagner nos producteurs, et l'aire urbaine de Perpignan est riche en maraîchage, est riche en production agricole et est riche aussi en savoir-faire agroalimentaire de transformation de nos productions. Donc le 100% bio et local à la cantine, c'est vraiment un levier majeur pour aider tous nos producteurs à donc pouvoir vivre décemment de leur travail. C'est un enjeu aussi également important. Le deuxième engagement, ça rejoint la question de la végétalisation ou des arbres. Alors on n'est pas évidemment dans le concours Lépine du planteur d'arbres. Je veux dire, le projet de plantation d'arbres, de végétalisation, ça a du sens. C'est d'abord évidemment retrouver cette ville méditerranéenne, pouvoir la climatiser, mais aussi pouvoir contribuer à ce stockage carbone par les sols et par les arbres. Et donc des arbres replantés n'ont rien à voir avec la capacité d'ailleurs d'arbres centenaires. Donc il ne faut plus couper des arbres. Ça c'est presque un crime de continuer à couper des arbres. Donc une ville bioclimatique avec un plan qu'on appelle Canopé, alors avec un petit jeu de mots, Cano, C-A-N-A-U-X. Pourquoi? Parce que cette richesse, ce patrimoine des canaux de l'irrigation, il est très présent en ville. Alors ces canaux ont été recouverts, ils ne sont plus visibles et nous voulons les redécouvrir, les réaménager pour connecter l'ensemble des quartiers. C'est des véritables voies de liaison entre les quartiers pour en faire évidemment des voies de promenade, de rencontres, des voies douces et aussi des trames vertes et bleues qui sont nécessaires au maintien de la biodiversité. Donc notre objectif à la fin du mandat, c'est que 30% de la ville de Perpignan soit ombragée, végétalisée et bioclimatisée, et ça rejoint bien sûr ce nécessaire impératif de réduction des consommations, notamment électriques. On a vu les climatiseurs fleurir, et ça c'est aussi un drame par rapport au climat. 30 secondes, donc le revenu de solidarité écologique, j'en ai pas parlé, c'est vraiment quelque chose auquel nous tenons beaucoup. Il s'agit tout simplement de réfléchir, de dédier les économies que nous pourrons faire sur le plan notamment énergétique, mais pas que, aussi dans le fonctionnement de la mairie, pour pouvoir accompagner ces travailleurs pauvres, ces femmes en situation de monoparentalité, toutes ces personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté, pour pouvoir, mais de façon active, en ayant un engagement citoyen, de pouvoir retrouver leur pouvoir de vivre. Merci. Clotilde Ripouille. Comme nous l'avons vu dans ce débat, notre liste citoyenne est prête. Elle est faite de compétences et de professionnalisme, construite autour de personnalités nouvelles qui ont pour seul et unique objectif Perpignan et les Perpignanais. Nous sommes la liste qui peut rassembler le maximum d'énergie et de dynamisme pour relever les défis qui se dressent devant nous. Cette élection est à ce titre historique. Ce sont toutes ces énergies citoyennes que nous allons lancer dans la bataille contre 3 grands défis que rencontre aujourd'hui notre société et notre ville. En premier lieu, un défi politique. Contre ceux qui proposent de ne rien changer, de continuer une politique et un système vieillissant de l'échec qu'ils portent depuis plus de 30 ans. Nous disons qu'une autre gouvernance est possible, qu'une gestion plus démocratique et participative est la voie, qu'il est terminé le temps du clientélisme. Contre ceux qui vocifèrent, éructent, mais sont absents des combats municipaux que les Perpignanais mènent au quotidien. Nous disons que l'écoute des habitants est notre priorité et que nous serons toujours à leur côté pour les soutenir. Contre ceux qui parlent et se montrent beaucoup sur les réseaux sociaux, sauf dans les débats comme celui de ce soir.
sans véritablement faire grand-chose. Nous disons que l'action, le dynamisme et le changement sont de notre côté et qu'il finit le temps de l'immobilisme et de la résignation. Le second défi, c'est celui des inégalités sociales et du marasme économique. Contre certains candidats passifs et désinvoltes, pour mieux préserver leur rente médiocratique, ou contre ceux qui participent eux-mêmes à un gouvernement qui creuse ces inégalités, nous disons qu'il n'y a pas de fatalité pour notre territoire. Nous ne sommes pas destinés à être et à rester la Californie du pauvre, pour reprendre l'heureuse formule de David Giban. Nous ne sommes pas destinés à n'être que ce petit point sur une carte de la météo dispensée chaque jour. Nous ne voulons plus subir et être dominés. Nous refusons d'être constamment stigmatisés, de nous retrouver dans tous les fonds de classement. Nous disons qu'un autre destin est possible pour notre territoire. Ce destin, c'est celui d'un grand projet territorial pour l'agglomération Perpignan-Méditerranée. Nous avons à défendre une place de choix dans l'euro-région Occitanie-Catalogne et nous allons enfin assumer cette centralité. L'agglomération a besoin d'un leadership. C'est à partir de ce territoire et de cette centralité que nous retrouverons une culture de la gagne, une culture de l'innovation et qui fera de Perpignan une ville capitale. Enfin, le dernier défi et non des moindres, c'est le défi écologique. Contre ceux qui verdissent leur image et se découvrent écologiques dans les 2 derniers mois de campagne, alors qu'ils ont partout favorisé l'artificialisation des sols et la bitumisation des parcs, nous créerons une cité verte dans laquelle une jeunesse et une génération écologie pourra s'épanouir et grandir. Une cité dans laquelle le bien-être et la santé des habitants, de tous les habitants, sera une priorité. Contre ceux climato-cyniques qui ne remettent même plus en cause le réchauffement climatique mais s'en moquent en félicitant Trump et Bolsonaro, nous reprendrons la maîtrise de la transition écologique en arrêtant l'urbanisation anarchique de notre territoire et régulerons son étalement. Dans 6 ans, je serai peut-être devant vous pour vous présenter un bilan. Je vous montrerai alors comment nous aurons accompagné le développement d'un écosystème écologique où tous les acteurs auront pris ensemble et dans l'équilibre le chemin de la transition. Chers amis, chers voisins, chers habitants de notre ville, chères Perpignanaises, chers Perpignanais, notre objectif est clair. Nous voulons rendre Perpignan aux Perpignanais. Avec vous, par vous, pour vous, nous relèverons cette ville et son agglomération. Merci. Monsieur Amiel ? Oui, alors, pour conclure, j'aimerais que nous ne soyons plus des victimes. J'aimerais qu'on arrête de se dire que c'est toujours la faute à quelqu'un si les choses ne vont pas. Et on l'a entendu à maintes reprises ce soir. On n'a pas parlé de la propreté, mais quand on en parle souvent, comme monsieur le maire actuel, sortant, en parle, c'est la faute des Perpignanais. Les Perpignanais sont sales, c'est pour ça que c'est pas propre. Peut-être qu'il y a un peu d'incivisme. Eh bien, faisons en sorte de les verbaliser, faisons en sorte de réorganiser notre service de propreté pour que la ville devienne propre. Il n'y a pas d'emploi, on a des difficultés économiques, c'est la faute des entreprises qui viennent de l'extérieur, ou c'est la faute de l'image qui est ternie à Perpignan. Eh bien, faisons en sorte que ce soit nos entreprises locales qui aient davantage de marchés publics. Ça, on peut le faire. Et on peut le faire légalement, avec des critères qui sont acceptés par la loi. Donc, il y a des possibilités pour qu'on favorise notre économie, nos emplois et sur Perpignan. Donc, ce n'est pas forcément la faute ailleurs. C'est sur le centre-ville, la paupérisation, on nous dit que c'est la faute à la gentrification, c'est la faute au fait qu'on veut mettre des personnes riches dans le centre-ville. Mais non, c'est la faute à des personnes qui bloquent tout développement dans ces quartiers, notamment urbains, et de sortir justement cette population qui vit dans ces quartiers des difficultés où elle est. Sur la sécurité, c'est toujours... Alors, on entendait plus souvent de votre part que c'était la faute de l'État, parce que c'était une mission de l'État et qu'elle n'était pas assez remplie. Là, aujourd'hui, on a une variante, c'est la faute des arbres aussi, où les trafiquants de drogue se planquent. Non, c'est la faute... S'il y a une carence de l'État, ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Et il y a des possibilités de faire. Il faut une police municipale de proximité
Ça a été une erreur de la centraliser sur un seul commissariat. Il faut revenir à la sectorisation dans tous les quartiers de Perpignan. C'est nécessaire d'avoir une police municipale de proximité et qui soit 24 heures sur 24 et plus qui ne s'arrête la nuit. Il faut qu'il y ait une tolérance zéro. Il faut que notre police au moins montre qu'on est parti, qu'on veut tendre vers la tolérance zéro, qu'on veut pourrir la vie de ceux qui nous la pourrissent depuis bien trop longtemps dans cette ville. Et donc il faut être ferme. Et c'est vrai que c'est l'État qui peut décider. C'est vrai que ça peut être le préfet, ça peut être un procureur. Mais il faut avoir le courage d'affronter ces personnes et de leur dire qu'à Perpignan, on fera autrement et on sera plus ferme et on essaiera de rétablir l'ordre républicain dans cette ville. Donc il faut qu'on se prenne en main véritablement pour trois choses. Renouveler les personnes, renouveler les idées, renouveler les pratiques politiciennes aussi. On n'a pas assez parlé aussi d'intégrité, de probité et de problèmes que l'on a avec ce copinage et ce clientélisme qui nous pourrit aussi depuis bien trop longtemps dans ce département. On est trop marqué là-dessus dans tous nos types de relations. Quand les gens viennent de l'extérieur à Perpignan ou dans le département, ils se demandent comment ça se fait qu'il faut toujours connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Donc à un moment donné, il faut véritablement que cela change. Et donc c'est pour ça qu'il faut qu'on se prenne enfin en main. Ça n'est pas la faute aux autres, ça sera notre faute si on ne saisit pas le moment précis aujourd'hui de bascule qu'il y a à Perpignan pour qu'enfin on change les choses dans cette ville. Merci. Monsieur Pujol? Bien. Mais écoutez, c'est assez amusant parce que je venais de présenter mes vœux à la mairie de Quartier-Est et juste après, j'ai dû quitter un spectacle de magiciennes. Mais je ne savais pas que j'allais rejoindre un groupe de magiciennes, n'est-ce pas? Parce qu'à aucun moment, je n'ai entendu qui paye. À aucun moment. Alors, notre pays, dont on parle d'une manière édulcorée, c'est quand même le taux le plus élevé de dépenses publiques de l'Europe. De l'Europe. Bien. Les taux d'imposition aujourd'hui sont insupportables. Et à partir de là, la première réflexion que j'ai, c'est comment faire en sorte de baisser la fiscalité, puisque la seule compétence que nous avons, c'est de baisser la fiscalité. Parce que je considère aujourd'hui que la fiscalité est très importante à Perpignan, d'autant plus que cette fiscalité ne touche que 30% des Perpignanais. Et donc à partir de là, les mesures que j'ai prises ont permis pendant 7 ans de ne pas augmenter la fiscalité et l'année dernière de la baisser, et j'espère encore cette année de la baisser. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que la compétitivité aujourd'hui de notre pays et la désindustrialisation de notre pays est provoquée par le coût des charges sociales et fiscales. Et les entreprises préfèrent aller s'installer ailleurs. Donc c'est un sujet de fond, et ce sujet de fond, je l'ai abordé tout de suite par la baisse de la fiscalité, mais pas seulement. Pas seulement. J'ai constaté aussi que pour trouver des incitations à l'implantation des entreprises, il fallait être capable de faire des propositions de terrain équipés à moindre coût. Et une des premières décisions que j'ai prises sur ce sujet a été de revoir et de réviser complètement les propositions de prix de terrain pour les entreprises, ce qui nous a permis l'année dernière de vendre plus de 14 millions d'euros de terrain à des entreprises qui viennent s'implanter. Ça, c'est le premier volet. Et je crois que si on n'aborde pas le problème de la dépense publique, on est malhonnête et on ne dit pas la vérité. Sur le deuxième sujet, qui est le sujet de la sécurité. Moi, j'entends tout, les promesses sont extraordinaires, sauf que Perpignan, par rapport à d'autres villes de plus de 100 000 habitants, est la seule ville de France où le maire peut se promener partout sans garde du corps. Ça n'est pas possible dans beaucoup d'autres quartiers, même dans des endroits où on nous donne des exemples, avec notamment la gestion de Grenoble, n'est-ce pas? Bon. Donc, l'élément essentiel était celui de la sécurité. Quelles sont les orientations que j'ai prises sur la sécurité? Un, c'est de renforcer les équipes, notamment de police municipale. Or, je suis très amusé parce que j'ai été rattrapé ensuite, pas en nombre, mais par monsieur le maire de Béziers, qui en montant en 9 mm sur des affiches 4x3, nous a expliqué qu'il a des taux réglés. Il l'a fait en 2014, nous on l'a fait en 1986. Bien. Et à partir de là, la sécurité, la vision de la sécurité, c'est qu'aujourd'hui,
la sécurité des Perpignanais dépend en grande partie en fait du centre de vidéoprotection de la police municipale, puisque la police nationale et la gendarmerie n'en ont pas. Il y a 24 heures sur 24, derrière les caméras, les écrans de caméras de vidéoprotection, des fonctionnaires municipaux payés par les impôts des Perpignanais pour permettre à la police nationale et à la gendarmerie de procéder à des sécurisations ou à des interpellations. Est-ce que vous trouvez normal que l'on demande aux contribuables perpignanais de payer la défense de l'État? Je l'ai fait pourquoi? Je l'ai fait parce que je considérais que la sécurité était un élément essentiel à venir de l'avenir de notre pays. Et je suis très inquiet aujourd'hui quand on voit ce qui se passe dans certains quartiers de France, n'est-ce pas, où des personnes ne peuvent pas se promener comme elles le souhaitent. Et donc cette vision de la sécurité m'a permis aujourd'hui de dire que nous sommes devenus la première police municipale de France. Je parle sous le contrôle. 30 secondes, monsieur Pujol. Ah bon? J'ai pas le temps. 30 secondes. Et alors je vais vite passer pour le concret en matière d'écologie. 4 points. L'installation de Fontroche, qui va installer du biogaz, est en cours d'installation. Deuxième opération, on traite la chaleur fractale qui était évacuée à l'usine d'incinération de Cals, et aujourd'hui le tuyau construit sur 12 km dessert le nord, dessert le centre hospitalier bientôt, et va desservir l'ensemble de la ville de Perpignan. Troisième élément, la station d'épuration. Nous traitons aujourd'hui les boues pour en faire du biogaz. Et ce n'est pas des promesses en l'air, ça se passe aujourd'hui. Et donc les projets que j'ai, c'est de continuer cette avancée dans le concret. Allez, merci, monsieur Pujol. En faisant fi des fausses promesses et des mensonges. Merci. Alors, on tenait à remercier l'ensemble des candidats présents aujourd'hui, les candidates. Comme quoi on peut faire un débat à Perpignan avec l'ensemble des candidats, c'est possible. Avec des moyens peut-être limités, mais on a essayé, en tout cas ça a été plutôt correct, c'était un très bon débat je trouve. Je tenais à remercier quand même le cinéma Le Castille qui nous a prêté donc le lieu, les 2 journalistes qui se sont prêtés au jeu, Maïté Torres et Nicolas Codeville. Tout à fait, donc l'Archipel Contre-Attaque et Made in Perpignan. Les journalistes du Monde, il y a RFM et aussi Mediapart qui sont présents ce soir. Et évidemment, je vais remercier pour la logistique l'équipe d'Agissons Pays Catalan qui ont plutôt bien géré. Et bien sûr, il y aura une petite photo des candidats là, avec les journalistes et vous d'abord les 7 candidats ensemble. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Et le public, évidemment, j'ai oublié de vous le dire. Merci. Ouais, mais j'ai faim, moi, maintenant.